Ceci est le deuxième opus d'une série en 10 épisodes sur l'écriture de personnages. Si vous n'avez pas vu le premier, je vous invite à suivre le lien en haut à droite de l'écran. Aujourd'hui, nous allons voir comment définir ces personnages simplement et aller au-delà des archétypes pour les rendre uniques. Je suis le Tropper, bienvenue dans la page blanche. En fiction, un bon personnage est un personnage que le lecteur arrive à comprendre. Peu importe à quel point il est complexe, il doit posséder un certain nombre de traits qui permettent de l'identifier et de le différencier des autres personnages au sein de l'œuvre et en dehors. S'il existe des moyens superficiels de créer des personnages uniques, par exemple avec leur apparence ou leur nom, il est tout de même préférable de les différencier dans l'essence même de qui ils sont. Les traits de base qui définissent un personnage permettent d'ancrer ses choix et ses actions dans la logique du récit. Si le lecteur sait qu'un personnage a la phobie de la couleur bleue, il sait à quoi s'attendre lorsque du bleu est mis face à lui. Ici, nous n'allons donc pas encore aborder la transformation d'un personnage d'unidimensionnel à tridimensionnel, mais plutôt nous concentrer sur l'étape intermédiaire qui les rend au moins bidimensionnels. Pour faire une analogie de dessinateur, on va voir comment passer du brouillon au tracé, avant d'apprendre comment ajouter de la profondeur. Pour trouver les grandes lignes d'un personnage, il existe de nombreuses méthodes, mais elles fonctionnent toutes sur le même principe. Il faut se poser des questions. Quel est le trait caractéristique de votre protagoniste ? Quelles sont les qualités de votre antagoniste ? Quels défauts différencient votre anti-héros de tous les autres ? Un trait de caractère, une vocation, une passion, une phobie, un complexe, un rêve ou encore une idéologie peuvent servir de base à la construction d'un personnage de fiction. Une question très répandue et très utile est celle du désir et du besoin d'un personnage. Que veut mon personnage et de quoi a-t-il besoin ? En donnant à un personnage quelque chose ou quelqu'un qu'il désire mais dont il n'a pas besoin, et quelque chose ou quelqu'un dont il a besoin mais qu'il ne désire pas, on peut déjà en apprendre beaucoup sur son caractère. On peut ainsi partir sur un personnage qui désire l'amour romantique mais qui a besoin d'être en paix avec lui-même, ou un personnage qui désire la richesse mais qui a besoin d'une famille. L'avantage de la question du désir et du besoin, c'est qu'en plus de définir les traits de base d'un personnage, elle permet aussi de définir les thématiques que le récit abordera. Le désir et le besoin n'ont pas à être des choses opposées, elles peuvent être très proches, et le besoin peut même permettre au personnage d'obtenir ce dont il a envie. Ou alors, si elles sont opposées, elles peuvent pousser le personnage à faire un choix, qui nous en dira également long sur sa personnalité. Un personnage qui choisira l'argent plutôt que sa famille est très différent d'un personnage qui préfère sa famille. Il faut ensuite se poser des questions logiques qui suivent la première. Pourquoi a-t-il envie de ceci ? Et pourquoi a-t-il besoin de cela ? Si on continue dans notre exemple, il peut avoir envie d'argent simplement dans une quête de pouvoir et de statut, ou alors pour aider sa famille à survivre. Le pourquoi du désir et du besoin est tout aussi important que le désir et le besoin en eux-mêmes. L'intérêt de la question du désir et du besoin est qu'elle humanise facilement un personnage. On comprend tous ce que c'est que de désirer ou d'avoir besoin de quelque chose. C'est en partant d'une idée basique comme celle-ci, qui peut résonner avec n'importe qui, que l'on peut construire un personnage qui semblera humain. De même, le choix d'écrire un personnage qui n'a aucun désir peut en dire long sur lui. Beaucoup de personnages cyniques fonctionnent ainsi. Mais pour s'inspirer de l'idée de prendre une réalité universelle comme le désir ou le besoin, on peut également se demander quelles sont les peurs d'un personnage. Qu'est-ce qui le met en colère ? Qu'est-ce qui le réjouit ? Les émotions primaires et leurs déclencheurs sont souvent des bases solides dans la construction d'un personnage plus humain. De par la nature intertextuelle de la fiction, c'est-à-dire du fait que chaque histoire étant créée par des gens influencés par d'autres histoires, on retrouve des éléments récurrents dans l'ensemble des œuvres existantes. Chaque personnage remplit un ou plusieurs archétypes. En effet, un personnage remplit un rôle dans une intrigue, et tous les rôles ont déjà été attribués il y a longtemps puisqu'ils sont limités, alors que les histoires sont potentiellement infinies. Il ne faut donc pas chercher à éviter les archétypes, mais par contre, il faut à tout prix faire de ces personnages plus que ça. Pour revenir à l'analogie du dessin, les archétypes ne sont rien de plus que des modèles anatomiques. Il faut savoir les transformer pour aller au-delà et créer des personnages. Et au lieu de fuir à tout prix les archétypes, un auteur peut s'en servir comme des outils au service de son récit. En prenant un archétype classique et en le remettant en question, on peut créer une base de personnage original. Prenons pour exemple l'archétype du mentor. D'abord, établissons les traits qui lui sont généralement associés. C'est un personnage sage et respectable, souvent âgé, qui enseigne au héros des valeurs ou des connaissances qui lui permettront de changer pour le mieux et d'affronter les obstacles sur sa route. Pour le rendre plus original, on peut prendre l'un de ses traits de base et le tordre. Imaginons un mentor qui enseigne au héros des valeurs qui, au contraire, lui porteront préjudice dans sa quête. Il garde ainsi le même rôle dans le récit, mais ses actions ont un impact différent qui amène une nouvelle grille de lecture à cet archétype. Jouer avec les archétypes peut amener à de nombreux effets. Que leur but soit comique, ou bien qu'ils proposent de remettre en question un rôle quasiment omniprésent dans la culture populaire pour le déconstruire. Même sans chercher à aller complètement à l'encontre d'un archétype, on peut tout de même lui donner une saveur originale en lui ajoutant un trait particulier ou étonnant, à l'aide d'un « mais ». Par exemple, dans Dragon Ball, Tortue Géniale est l'archétype du mentor, mais c'est un vieux pervers. Bien évidemment, un auteur qui écrit des personnages devra à un moment ou à un autre les faire parler. Et c'est là une autre façon de base de donner vie à des personnages originaux. Les dialogues sont très importants dans un récit. La façon dont un personnage parle, ce qu'il dit, sa façon de répondre aux autres sont autant de traits uniques qui le définissent. Un auteur doit jouer au marionnettiste et donner une voix unique à chaque personnage. Pour ce faire, il existe bien des méthodes, mais il peut être intéressant de s'intéresser en particulier à la variation du langage.
Dans chaque langue, et donc en français également, il existe différents types de variations au niveau de la façon dont les locuteurs s'expriment. La plus évidente, c'est sans doute la variation diatopique, liée à la zone géographique du locuteur. C'est l'accent, les termes régionaux, les expressions locales et autres particularités liées à l'endroit où l'on parle. En France, et en particulier en littérature, on a tendance à gommer autant que possible cette variation, puisqu'on considère qu'il y a un français correct et que le reste est à proscrire. N'étant absolument pas fan de cette mentalité, je vous encourage pleinement à donner des accents et des vocabulaires régionaux à vos personnages pour les rendre plus uniques. Attention toutefois à ne pas sombrer dans la caricature, et de vous renseigner autant que possible sur les régions en question pour ne pas leur faire une défaveur. Ensuite, il y a la variation diachronique, qui est liée à la période temporelle. En effet, on ne parle pas le même français en 2020 qu'en 1920. Cette variation est très importante quand vous souhaitez raconter des récits qui se passent dans des périodes différentes de l'histoire, et les utiliser dans vos dialogues peut ajouter un degré de crédibilité à vos personnages. Au contraire, l'ignorer et faire utiliser le mot sgeg à un chevalier du Moyen-Âge, bien que très rigolo, risque fort de créer une dissonance à la cohérence de votre récit. La variation diastratique décrit les différences de langage liées aux classes sociales. On parle différemment quand on est bourgeois que quand on est ouvrier. Si vos dialogues reflètent la place de vos personnages dans la société, vous pourrez plus facilement créer des dynamiques de pouvoir qui paraîtront évidentes à vos lecteurs. Assez proche de celle-ci, il y a la variation diaphasique, qui correspond à la variation pour un locuteur selon le contexte dans lequel il se trouve. On ne parle pas pareil au travail qu'à la maison. Un personnage qui change de façon de parler du tout au tout quand il se retrouve face à un supérieur nous en dit long sur sa personnalité, tout comme un personnage qui au contraire s'adresse à tout le monde de la même façon. Finalement, il existe une variation diamésique, soit la différence entre langue orale et langue écrite. On ne parle pas le français comme on l'écrit. On trouve par exemple rarement du passé simple à l'oral, c'est pourquoi il a sa place dans la narration, mais plus difficilement dans les dialogues. En écriture, on a tendance à toujours rester plus proche de la variation écrite, en toute logique. Mais savoir ajouter un peu d'oralité dans les dialogues, en sacrifiant légèrement le respect des normes graphiques, ça permet aussi de donner vie à un personnage. Un autre point important plus propre à l'écriture de romans, c'est les verbes de dialogue. Si utiliser le verbe dire fonctionne, ça ne permet pas de bien définir un locuteur. Alors qu'un personnage qui grogne régulièrement ses répliques, ou bien qui les murmure, ça nous donne une idée plus claire de sa personnalité. C'est la façon qu'on a en écriture de donner vie au dialogue, là où les arts plus graphiques peuvent se reposer sur la voix, la posture et les expressions des personnages. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un personnage qui a sa propre voix a plus de chances d'être un personnage unique. Même au sein d'un récit, des dialogues entre des personnages qui parlent tous pareil risquent fort de sembler plats et sans saveur. N'oubliez donc pas de jouer au marionnettiste, quitte à interpréter vous-même les dialogues durant l'écriture. Oui, vous aurez sans doute l'air con, mais vous vous rendrez mieux compte des différentes voix que vous créez. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, nous allons au cours de l'émission essayer de transformer des archétypes de personnages vus et revus en véritables personnages uniques au cours des épisodes. Je vais donc commencer par vous présenter les archétypes choisis, puis nous appliquerons les points vus dans cet épisode. Nous aurons donc notre héros, Jargluc le barbare, qui est un archétype de héros masculin bourrin comme on n'en voit même plus tant le trope a été parodié et ridiculisé au fil des décennies. Il y aura également l'intérêt romantique, la princesse qui pour le moment n'a même pas encore de nom, le sidekick rigolo, et le grand méchant, le sorcier maléfique Noralbar. Ces 4 personnages n'en sont même pas, ce sont des coquilles vides pour le moment. Nous allons donc commencer par appliquer la question du désir et du besoin. Pour ce qui est de Jargluc, on ne va pas le rendre unique à cette étape. Son désir, c'est de sauver la princesse, on est dans tout ce qu'il y a de plus classique. On reviendra juste après sur son besoin. Le sorcier maléfique Noralbar désire également la princesse, ce qui crée le conflit initial de notre récit. Mais le désir de la princesse, que nous appellerons Berthilda, c'est qu'on arrête de l'emmerder. Que ce soit Noralbar ou Jargluc, elle a rien demandé à personne et elle aimerait bien être tranquille. Et rien qu'avec ce postulat, on a déjà une bien meilleure idée de sa personnalité que pour les deux autres. Le sidekick rigolo, que nous nommerons Cacao, n'a pas un désir, mais la phobie de se blesser. C'est un couard qui a peur pour sa propre vie au-dessus de tout. Maintenant, avant de passer aux besoins, on va voir ce qu'on peut faire avec les archétypes en utilisant des mais. Par exemple, notre héros Jargluc est l'archétype du barbare violent, ultra viril et irréfléchi. Mais c'est un incompétent total au combat. Ce qui fait que sa violence ne lui sert à rien et qu'il va devoir se reposer sur le peu de cerveau qu'il a et sur sa chance pour s'en sortir. Noralbar est l'archétype du sorcier maléfique, ambitieux, intelligent et profondément mauvais. Mais il méprise sa profession de sorcier maléfique et c'est un grand romantique qui est en fait sincèrement épris de la princesse et ne rêve que de quitter son château maudit pour aller vivre heureux avec elle dans une petite maison dans la prairie. Berthilda est l'archétype de la princesse en détresse, elle représente la pureté, la passivité et la noblesse. Mais elle est cynique et blasée et en a marre de se faire emmerder par des princes et des seigneurs du mal. Quant à Cacao, c'est l'archétype du faire-valoir. Il est ridicule, lâche et faible, mais lorsqu'il est blessé, il se transforme en un véritable berserker capable de massacrer une armée entière. Déjà, rien qu'avec nos mets, on a des archétypes plus colorés. Et de là, on va tirer nos besoins qui permettront de dégager des thématiques dans le récit qu'habiteront ces personnages. Cacao a besoin de surmonter sa phobie et de contrôler sa puissance pour la mettre au service des autres. Noralbar a besoin de quitter son job par lui-même et de trouver la paix intérieure au lieu de la projeter sur Berthilda. Cette dernière a besoin de surmonter son cynisme et de réaliser que c'est à elle de prendre les rênes de sa vie et de son royaume pour l'améliorer. Quant à Jargluc, il a besoin d'accepter que personne n'a vraiment besoin de lui et que ce n'est pas grave car il peut exister pour lui et pas pour les autres. Il doit comprendre qu'il n'a rien à prouver. Et avec ses besoins, on a déjà des
thématiques sur la découverte de soi, le rôle des personnes au pouvoir, l'accomplissement personnel plutôt que l'accomplissement professionnel et la place de l'individu dans la société. Mais on est encore loin d'avoir des vrais personnages, et ils risquent fort de beaucoup changer au fil du processus de création. La suite au prochain épisode. Définir ces personnages en leur donnant des traits de base, puis en extrapolant à partir de là, c'est le meilleur moyen de s'assurer que les lecteurs auront de quoi se raccrocher pour bien les comprendre une fois qu'ils auront été rendus plus complexes et vivants. Servez-vous donc des questions suggérées dans cet épisode pour essayer de trouver l'essence de vos personnages, ou de personnages de fiction préexistants. Il est toujours intéressant d'observer ce que d'autres auteurs ont fait pour comprendre le cheminement qui a mené à la création de leurs personnages. Ces traits de base sont une sorte de squelette qui donne la forme générale des personnages. Leur écriture se fera ainsi par couches superposées, jusqu'à ce qu'ils soient plus vrais que nature, tout en remplissant leur rôle dans l'intrigue. Mais avant de les développer, nous verrons dans le prochain épisode comment construire des relations entre les personnages qui seront utiles pour leur apporter de la profondeur par la suite. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Utip ou Tipeee et rejoindre le Discord. On se retrouve la semaine prochaine pour le 3e épisode de La Page Blanche. Tropper, out.